Regardez-moi cette carte et dites-moi ce qui va pas. Non, alors attends, monteur vidéo, on recommence. Montre-moi la carte avec les frontières, s'il te plaît, parce que là, y a rien qui va. Si tu montes juste l'île, on va pas comprendre pourquoi elle est divisée en deux. Bon, la question que je me pose, hein, question légitime, pourquoi l'Indonésie possède donc la moitié orientale de l'île de la Nouvelle-Guinée, hein, aujourd'hui qui appartient donc à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du nom des Papous indigènes qui l'appellent ainsi, hein. Alors pourquoi l'Indonésie contrôle-t-elle l'Occident de ce territoire? Bon là on va voir donc la façon dont la diplomatie ainsi que la colonisation, et plus qu'un petit peu de chance et de violence, ont laissé la moitié de la deuxième plus grande île du monde sous le drapeau indonésien. On va voir tout ça tout de suite. Alors, les Papous étaient une population relativement petite, vivant principalement dans le centre de l'île, de la Nouvelle-Guinée. Il n'y avait pas particulièrement de grandes villes ou de villes qui géraient le commerce. Les Européens ne pensaient pas à grand-chose d'eux, en fait, hein. Ils avaient pas d'avis, hein. Qu'est-ce que tu penses des Papous, toi, senior? Ou sœur, je sais pas moi, sœur Alfred Hitchcock? Que pensez-vous de ces individus? Ah bah, on n'en pense rien. Alors, si vous vous demandez pourquoi on appelle donc ce territoire la Guinée, il faut savoir que c'est donc avec les Espagnols qui vont nommer l'île de la Nouvelle-Guinée, car elle leur rappelait la Guinée et l'Afrique. Mais ils l'ont surtout laissé tranquille en fait. Ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Ils l'ont trouvé, ils l'ont nommé, et puis ils sont partis. Donc cela a changé quand même avec l'arrivée permanente des Hollandais qui étaient présents donc au XIXe siècle. Ils contrôlaient déjà une grande partie des Indes orientales et avaient établi quelques petits ports dans la partie occidentale de l'île, donc de l'île de la Guinée. L'île était principalement une zone tampon contre la puissance européenne rivale, donc à savoir donc les Britanniques, et les îles donc les plus précieuses contrôlées par les Hollandais étaient à l'ouest. Les Hollandais la dirigeaient indirectement via le sultan de Tador, et pas plus de quelques centaines de colons néerlandais se sont installés sur l'île à un moment donné. Pas plus, il n'y avait pas besoin de plus pour eux. En 1848, les Britanniques ont également manifesté leur intérêt et ont accepté de diviser l'île en deux. Et donc, ils ont accepté les revendications sur l'île avec les Hollandais, à l'exception d'une petite bosse autour de la rivière Fly. Bon, là, c'était déjà compliqué en fait. Cette ligne droite en fait ne reflétait aucune réalité sur le terrain, vous voyez, et du coup donc la rivière elle prenait une partie, donc la partie la plus à l'ouest était gérée donc par les Néerlandais et toute la rivière en fait était elle gérée par les Britanniques. Bon, c'était une commodité pour les puissances coloniales de procéder de cette façon. Faire des lignes droites, c'était la chose la plus simple. Après 1848, le colonel britannique a colonisé donc certaines parties de l'île orientale, mais il n'y avait pas que eux qui étaient sur le dossier. Donc également, donc on retrouve donc les Allemands et qui veulent s'investir donc dans leur empire colonial, même s'il sera de courte durée. Ils vont donc découper une partie donc du territoire, notamment donc du territoire de la Guinée, donc la partie britannique qui va être coupée en deux. La partie nord va appartenir aux Germains et la partie sud donc va appartenir aux Britanniques, et ce jusqu'en 1914. Lorsque la Première Guerre mondiale va éclater et que les troupes britanniques, ou plus précisément australiennes, vont combattre pour l'Empire britannique. Ils vont capturer assez rapidement le territoire nord, le territoire germanique, et l'Australie va prendre le contrôle de la moitié orientale. Donc à ce moment-là, ce territoire appartient à l'Australie. Et à part l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, les Japonais ils vont dire « Oh, vous voyez cette ligne droite là qui est tracée sur du rien du tout? Eh bien, on va la transgresser cette ligne droite qui est montée de toutes pièces. Donc nous, on la transgresse. Il n'y a pas de château fort, il n'y a pas de ruisseau aussi droit. Donc nous, on récupère ce territoire. Bien sûr, je parle du côté japonais. Et donc, les Japonais vont garder le territoire, et ce, donc jusqu'à la fin de la guerre,
jusqu'à ce que donc, la Nouvelle-Guinée reprenne son indépendance, et pour ce, il faudra attendre 1975. En revanche, la Nouvelle-Guinée occidentale, elle, va connaître une expérience beaucoup plus difficile, car ses maîtres coloniaux néerlandais vont renoncer à leur empire d'outre-mer avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Indonésie, elle, a exigé son indépendance. Un sentiment d'identité partagée s'est répandu parmi les anciennes Indes orientales néerlandaises. Le durcissement dans le fait de la brutalité japonaise et l'idée de retourner sous le contrôle d'un autre occupant étranger après la guerre étaient inacceptables. Sukarno et Mohammed Hatt vont déclarer leur indépendance de l'Indonésie le 17 août 1945, 2 jours après la reddition officielle du Japon. Et donc cette reddition a été suivie d'un conflit politique et armé prolongé avec les Néerlandais, la puissance européenne ayant tenté en vain de réaffirmer son contrôle. La Nouvelle-Guinée occidentale, généralement appelée Papa ou Irian occidentale, était étrangement intégrée au processus de décolonisation. Donc avec une population autochtone relativement faible, ils étaient, d'après ce que je me souviens, ils étaient moins de 400 000 personnes, et donc encore plus faible, et aucune représentation réelle au sein de mouvements d'indépendance indonésiens, ni de l'administration néerlandaise. La voix et le point de vue de son peuple ont été largement ignorés. Le point de vue de l'Indonésie était initialement mitigé. Les premières pensées de A étaient que Papa devait être donc indépendante, affirmant que cela devait être laissé au peuple papou, après donc la déclaration des droits de l'homme, et que donc chacun est libre de droit, est libre de liberté, et est libre de se représenter en tant que nation indépendante. Cette opinion n'a pas prévalu. Un durcissement de l'attitude envers les Néerlandais et la découverte de pétrole ont rendu impossible pour l'Indonésie de renoncer à cette zone qu'ils ont surnommée donc l'Iran occidental. L'accord Lingajat de 1946 avec les Néerlandais impliquait que l'Indonésie aurait droit à tout ancien territoire des Indes orientales néerlandaises. Lorsque donc par la suite il va y avoir des combats qui vont éclater dans les années suivantes, les Néerlandais vont considérer l'accord comme nul et leur ont jamais explicitement promis le territoire des Papous, tandis que les Indonésiens, eux, ont maintenu leurs revendications à la fin. Également, donc, il va y avoir donc, l'Indonésie des années 40 qui considérait Papou comme leur appartement, autant que Bali ou Java l'était. Entre-temps, un virage à droite dans la politique néerlandaise les a encouragés à redoubler d'efforts pour conserver le peu d'empire qu'ils pouvaient. Bon, on le voit, vous le voyez bien, l'Indonésie n'aime pas être la colonie des Néerlandais, mais aime être le colonisateur des autres. Donc on le voit, les Papous, eux, ils veulent être tranquilles, ils veulent avoir leur propre territoire, quoi. Ils veulent s'autogérer, être indépendants. C'est quand même un énorme territoire. Donc par la suite, Papou est devenu un symbole, un dernier bastion d'une gloire impériale hollandaise mourante. Pourtant, même les Hollandais ont réalisé qu'ils ne conserveraient pas Papou éternellement. Ils se sont engagés à l'indépendance future de Papa, mais ont insisté sur le fait qu'elle ne pourrait venir qu'après plusieurs décennies de conseils néerlandais supplémentaires. L'Indonésie et les Néerlandais ont tous deux prétendu parler donc dans l'intérêt des Papous, sans vraiment donc le leur demander. Vous voyez, c'est un petit peu comme si je vous dis c'est mon intérêt de gérer ton compte bancaire, donc n'hésite pas, je vais gérer ton compte bancaire et tes territoires à ta place, et tu seras très content. Donc l'Indonésie a obtenu son indépendance totale en 1949. Les Néerlandais n'ont pas pu l'empêcher, et les États-Unis ont menacé de retirer l'aide au plan Marshall aux Pays-Bas s'ils continuaient à s'y opposer. On le voit, des menaces et pas de promesses. Donc la conférence ensuite de la même année espérait régler la question des Papous, mais les négociations donc, ont abouti à rien en fait. La question donc, de ce territoire a été repoussée et laissée en suspens lorsque la nouvelle nation naissait. Entre-temps, les Néerlandais ont étendu leur administration coloniale sur le territoire donc, de la Nouvelle-Guinée hollandaise. Mais dans les années 50, il y a quand même eu des litiges et le contrôle néerlandais ne s'étendait
pas beaucoup au-delà du littoral. Le centre de l'île, recouvert de jungle épaisse et vallonnée, où vivaient la plupart des Papous, sinon qui étaient au-delà de leur capacité. Ils ne pouvaient pas gérer un territoire aussi énorme. Et donc pour gouverner de manière significative, on estimait que pas plus de 25% de la population était donc sous une autorité néerlandaise en fait. Le reste, donc vous comptez 25% de 400 000, je vous laisse faire le calcul, ça fait 100 000. Donc je vous l'ai fait un petit peu rapidement à votre place, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc même à la fin des années 50, les Néerlandais ont redoublé leur contrôle, bien qu'en 1952, ils aient modifié leur constitution pour inclure Papa comme partie intégrante du Royaume des Pays-Bas. Ils ont également présenté donc leur occupation continue comme une mesure anticommuniste en Asie du Sud-Est. Très bonne excuse, j'aurais pas trouvé mieux. C'est comme quand j'avais 12 ans et que tout le monde voulait prendre mes chewing-gums, eh bien je disais j'en ai marre des communistes et je viens donc protéger mes chewing-gums au nom du combat anticommuniste. Et bah c'est pareil. Et donc l'affirmation de neutralité de l'Indonésie dans la guerre froide, que Washington et ses alliés ont interprété comme des sympathies communistes secrètes, a rendu cette affirmation plus crédible pour sa part. L'Indonésie a maintenu la question iranienne en tête de l'ordre du jour. Elle a obtenu le soutien de plusieurs pays, dont l'Inde par exemple pour ses revendications, et a tenté donc à plusieurs reprises aux Nations Unies d'obtenir une résolution, mais en vain. Bon, ils ne voulaient pas traiter ce dossier en fait. Alors que la frustration de Jakarta grandissait, les tensions sont restées, le haut président Sakharov a accepté l'aide militaire soviétique pour une solution militaire potentielle et a nationalisé un certain nombre d'industries néerlandaises dans le pays, ce qui a aggravé le spectre de la guerre froide. Bon là, ça allait partir en quinconce en fait, vous le voyez bien. En 1960, il a rompu ses relations avec les Pays-Bas en signe de protestation contre ces différends. Les Néerlandais ont poursuivi leur plan d'indépendance progressif en février et les Français ont voulu aider en 1961. Ils ont établi un conseil de gouvernement composé en grande partie donc de cadres et ont proposé donc le plan Luns pour une transition non supervisée vers l'indépendance totale le 1er décembre de cette année-là. Et donc la République semi-formelle de Papua occidentale a été déclarée avec une cérémonie d'indépendance et un nouveau drapeau pour démarrer. Sukarno, donc lui c'est le président de l'Indonésie. Il est furax le mec. Et il se dit que l'idée donc d'un papa autodéterminé avait depuis longtemps été abandonnée. Cela allait de soi pour tout le monde. Et donc cette affaire ne devait pas être une affaire pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer l'opération Tricora, dans le cadre duquel ils vont insérer des parachutistes et des marines à Papa pour perturber les forces néerlandaises restantes et s'opposer à tout groupe indépendantiste Papa. Le 15 janvier 1952, l'une de ces insertions a été interrompue par la marine néerlandaise, menant donc une brève rencontre appelée la bataille d'Arafura, qui va donc entraîner la mort de près de 40 marines et marins indonésiens. L'opération donc Tricora a eu un effet limité. Seul un petit nombre de troupes ont été insérées sur l'île et la violence était légère, entraînant peu de victimes ou de morts, en partie due à la raison de l'intervention opportune du président américain Kennedy. Donc président Kennedy, vous connaissez par cœur, vous connaissez bien, eh bien celui-là a reconnu le risque sérieux de l'élévation des tensions et est intervenu. Ses sympathies allaient à l'Indonésie et donc on a affirmé donc en 1962 que les Pays-Bas donc, devaient quitter le territoire et que l'OTAN ne les soutiendrait pas si le conflit éclatait entre les forces indonésiennes et les Pays-Bas. Il a forcé les deux parties à négocier et quelques mois plus tard, l'Indonésie et les Pays-Bas ont signé les accords de New York pour mettre fin à la question Papou, une fois pour toutes. En vertu de l'accord de New York, les Néerlandais ont renoncé à toute revendication sur Papa, tandis que l'Indonésie donc en prenait le contrôle à condition que le territoire décidait de son propre sort dans un acte de libre choix. En quelques années, donc les partis politiques puissants ont été interdits, par exemple les partis ont été bannis et ils ont été donc criminalisés et le soutien public du territoire est devenu une infraction pénale.
Les Indonésiens ont sélectionné 1000 délégués pour voter au nom de leur pays. Les délégués ont choisi à l'unanimité de rejoindre l'Indonésie. Les pouvoirs avaient peu de pouvoir pour résister, mais ils ont exercé ce que le pouvoir pouvait librement exercer. Et donc le mouvement Papa, lui, s'est engagé dans une guerre des gorilles qui continue à ce jour. Le conflit est toujours en cours, mais il est considéré comme un conflit faible d'intensité, avec peu de victimes au cours des années qui ont précédé donc, ce conflit. Il est difficile d'évaluer le soutien ponctuel à l'indépendance, mais il n'y a aucune raison de s'attendre à un tel changement donc, dans un avenir proche. Et cette ligne, tracée par les Néerlandais et Britanniques en 1848, continue de façonner le destin de toute l'île. Bon, voilà un petit peu pour cette histoire rocambolesque. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter la vidéo. Donc bien évidemment, vous pouvez aussi enregistrer la vidéo. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez me laisser un petit don sur Tipeee. Merci à vous, à toutes et à tous. Et ça sera à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis.